Oh, salut à tous, ou Bajnet comme on dit ici, c'est la revue de presse du Monde Moderne, revue estivale. J'espère que vous allez bien. Il y a ceux qui ont froid dans certains hémisphères et ceux qui ont très chaud ici. 40 degrés, même à Brest, rendez-vous compte, c'est la canicule, tout le monde en parle. Et on va en parler évidemment dans cette revue de presse. On va parler aussi, bien sûr, de l'interview du ministre de la Santé, François Braun. On ne le connaît pas encore, mais on va faire connaissance avec lui. Vous allez voir, c'est un mec comme ça. Et puis on a aussi Christine Lagarde, la BCE qui va augmenter ses taux jeudi. Et oui, au cœur de l'été, pendant que vous êtes en vacances, paf, ça va augmenter. Alors vous inquiétez pas, les marchés sont sereins. Hein. Ça va être dur pour les pauvres, mais pour les riches, c'est comme d'habitude, ça va aller. Ça va notamment aller. Alors on va commencer bien sûr sur ces fantastiques feux, terribles feux que l'on voit en Gironde. J'espère que vous allez bien, pensez à vous hydrater, ne recrachez pas trop de café. Cette revue de presse, elle est à 9 € ou presque pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Ça s'appelle la revue de presse du Monde Moderne. On lit avec vous la presse des oligarques, pardon, des milliardaires, pardon, des capitaines d'industrie. On va parler d'eux évidemment ce matin aussi. Et puis on commente ensemble tous les matins, sauf cet été puisque la revue de presse, elle est hebdomadaire, on va dire. On va essayer de faire un tout pour garder le contact, hein, pas vous laisser seul au cœur de l'été, tout seul dans votre bassine d'eau très chaude, parce qu'il fait très chaud et vous vous dites « Mais comment je vais vivre sans la revue de presse ?» Ben oui, vous pouvez, mais quand même c'est mieux avec, on se dit. Donc on va continuer. Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de nouvelles. Alors on passe... C'est vrai, d'un scandale à un autre. Hein. La Macronie ne sait plus quoi faire pour faire oublier McKinsey. Pourtant, c'est toujours là. Hein. Maintenant, c'est Éric Coquerel qui parle de faire une commission d'enquête. Et puis, il y a aussi le scandale Alstom, ça on le connaissait, le scandale Uber, Amazon. Emmanuel Macron a fait son allocution présidentielle. Quelle chance nous avons d'avoir ce président qui est quand même ce qu'on fait de mieux en termes d'être humain, en termes de président de la République également. Je crois que c'est une chance que les Français, comme d'habitude, hein, ils sont toujours râleurs, ils ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont d'avoir Emmanuel Macron président. Donc c'est une vraie chance, donc on va parler de cette chance-là, cette chance collective que nous avons. Alors c'est vrai, je n'ai pas débriefé son allocution du 14 juillet, mais en même temps, je me suis dit qu'il fallait économiser le café, enfin tout liquide hein, généralement. Donc le mec quand même, hein, on va juste faire un petit débrief ensemble de cette allocution du 14 juillet. Le mec, quand même, très sérieusement, premier degré. Alors, tu avais deux marquises ou deux baronnes, je ne sais pas quels étaient leurs grades dans la hiérarchie de la cour, les journalistes hein, qui lui posaient des questions en robe d'apparat, qui étaient là pour dire « Alors, monsieur le président, pardon, dites-moi, est-ce que on vous compare souvent à Jupiter, est-ce que c'est juste ?» Et là, tu as Macron, premier degré. Hein. Bon, le mec, tu dis non, il va dire non, mais c'est des conneries, tout ça, moi je suis un humain comme un. Non, il dit non, j'aime pas trop Jupiter, moi je préfère qu'on me compare à Vulcain. Vous savez, le dieu de la force, parce que je fais des choses, moi, c'est l'as de fer. Le mec se compare à des dieux romains. Le mec se compare à des dieux romains. Premier degré. Ça va sinon? Bah ouais, c'est lui le président, c'est génial. C'était hallucinant. Et tout était à l'envie. Alors, derrière, il nous a fait ah, mais les chômeurs, c'est fini hein, de prendre le chômage pour partir en vacances. Enculés de chômeurs, hein, tout ça, on leur donne des sous, tout ça. Ils cherchent pas du travail, ils partent en vacances. Hein, le coup des écrans plats et tout, ils continuent. Non, mais vous savez, hein, là, il est encore plus facile de traverser la rue qu'avant. Tu peux être chauffeur Uber ou Deliveroo encore plus facilement. Là, après, moi, je travaille pour eux depuis longtemps. Regarde, je suis président. T'as qu'à faire comme moi. Allez, prends un scooter et va livrer des pizzas. C'est comme ça, c'est la vie en Macronie. Entre ça et les coups de couteau qui pleuvent, eh oui, 6 poignardés en 3 jours, des jeunes. Environ la vingtaine. Une épidémie, j'en parlais lors d'un précédent édito, c'est quelque chose d'assez grave, qu'on ne peut pas passer sous silence non plus, on va en parler ce matin évidemment. Le mec Vulcain, il ne se rend pas compte que ses forges marchent peut-être au gaz, et le gaz, justement, la sobriété énergétique, on ne fait que parler de ça. Or, sobriété énergétique ne veut pas dire sobriété pour tous, même si le gouvernement doit montrer l'exemple. Alors, on va commencer avec, bien sûr, Agnès Pannier-Runacher, hein, le grand lancement d'un plan de sobriété énergétique. Ça, c'était le lendemain de l'allocution du Prési-Roi, où il avait dit qu'il allait lancer un grand plan de sobriété énergétique pour que les Français fassent attention. On va parler de ce plan de sobriété énergétique. Il va falloir y aller mollo. Hein. Mollo, rouler à 110, arrêter de respirer une fois sur deux, hein, si possible. Travailler en télétravail, hein, ça économise beaucoup de barils d'essence, on en parlera. Mais voilà, donc ce grand plan de sobriété énergétique, alors là c'est Agnès Pannier-Runacher, vous la connaissez peut-être, c'est celle du la magie. Je vous la mets, hein, si je la retrouve, parce que c'est vrai que la magie, j'ai tellement de conneries maintenant là-dessus. Mais si, je dois la voir. Elle est où? Dis-moi que t'es là. Elle est là, regardez, attention, je vous la mets. On est prêt?
Lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie. C'est pour la magie, hein. Donc Agnès Pannier-Runacher, la ministre du 1, parce qu'un comme ça, donc elle va un grand plan de sobriété énergétique. Donc elle lisait son prompteur face à une forêt. Alors tu penses qu'elle est perdue, mais non, les mecs qui veulent perdre, c'est nous, les petits poussets. J'espère que vous avez des cailloux et pas des miettes de pain. Enfin, je sais qu'il n'y a plus de pain, donc c'est compliqué, mais vous perdez pas dans la forêt de la transition énergétique, parce que c'est nous les dindons de la farce globalement. Expliquer donc qu'il y avait un grand plan de sobriété énergétique et que donc les ministères, l'État devait montrer l'exemple. Alors l'exemple, c'est Brigitte d'abord qui le montre. Elle avait une magnifique robe, je sais pas si vous avez vu, façon Madame Doubtfire, une robe Louis Vuitton à 2900 balles, où les clés, c'était des clés qui dessinaient des barreaux de prison. Le motif qui est censé te libérer t'enferme. C'est tout, Brigitte, ça. Ce côté un peu taquin, ce côté un peu joueur, hein, ce côté un peu joueur, je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, eh bien, ce plan de sobriété énergétique, c'est typiquement ce que nous vivons en ce moment, avec l'envoi directement à la rescousse, pardon, je montrerai après le rapport sénatorial qui date quand même, de Gérard Larcher en Gironde pour manger du foie gras. Non, parce que Gérard, il déconne pas. Quand il se déplace, c'est pas pour rien. Il y a quand même aujourd'hui une flotte de Canadair. Tout le monde sait qu'elle est vieillissante en partie, qu'elle a des problèmes de maintenance et il faut qu'on apporte des réponses. Il faut aussi un effort de solidarité européenne. La réponse, elle doit être européenne. Mais la prévention, ce n'est pas uniquement les Canadair. C'est demain une gestion un peu différente du risque, et notamment du risque forestier, qui est une des richesses de ce département, mais qui est un défi qu'il faut relever. Donc, était-ce bien un déplacement nécessaire? Alors, bon, j'imagine que Gérard s'est dit, bon, c'est l'été, j'aurais bien mangé un peu des canettes, moi. Oh, c'est au lardois. Oh, c'est merveilleux, ça. Oh, c'est local, c'est bon. Donc, Gérard, qui ne fait pas une émission culinaire, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire, qui est le personnage numéro 2 de l'État, président du Sénat, se rend donc sur place pour dire, c'est vrai, les Canadair, ils sont tout pétés, mais en même temps, c'est pas que la faute des Canadair, il faudrait peut-être un peu faire attention aux forêts. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à manger à midi? Oh! Ah bah ça, cassoulet, un bon cassoulet! Ah bah ça, oui, je vais rentrer dans l'avion après, je vais être bien. Je vais me mettre bien. Et puis alors, comme on n'a plus de Canadair, on va piquer ceux des autres, sachant que le Portugal est en feu, que la Grèce est en feu, que l'Espagne est en feu. Bref, les mecs, tout le monde n'a plus de Canadair, mais il faut s'en prêter les uns des autres quand on n'en a plus. Mais c'est l'Europe, mais oui. Mais alors Gérard, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Et ça, j'aimerais savoir. Qu'un rapport du Sénat datant de 2012, hein, 10 ans, expliquait, selon un rapport sénatorial, la France devra dépenser entre 60 et 160 millions d'euros dans les prochaines années, donc on avait les 10 ans pour remplacer sa flotte de bombardiers d'eau vieillissante, de plus en plus coûteuse à entretenir. Rien n'a été fait, évidemment, puisqu'on est en France. Hein, c'est le meilleur pays du monde, avec les meilleurs pipes du monde quand même qui nous gouvernent depuis longtemps. Là, c'était bon sous François Hollande, mais bon, le Sénat, c'était déjà Gérard, je crois, je sais plus. Allô la cantine, est-ce que c'était Gérard Larcher? Ok. Et donc, voilà, les mecs donc font un rapport pour dire ouais, il faudrait dépenser un peu pour la flotte des bombardiers d'eau, les Canadair, tout ça. Alors il se trouve que les Canadair, il y en a la moitié qui sont cloués au sol. Reporter nous indique que les conducteurs, les pilotes de Canadair, ne sont pas considérés comme des métiers à risque et donc même certaines de leurs primes n'ont pas été payées. Donc on a des gens qui bossent quasiment au SMIC pour ce qui est de la maintenance de ces avions, personnel au sol. 37 pilotes sont déjà partis parce que les conditions de travail sont horribles. Il faut faire des shifts terribles, nuit et jour, pour larguer l'eau. Un des pilotes syndiqués avait déjà montré toute l'ampleur du drame avant les feux. Hein. On parlait de ça en mars-avril. Les feux arrivent, rien n'a été fait. C'était il y a 10 ans, le rapport du Sénat était là. Rien n'a été fait. On peut dire que les mecs, ils bossent. Hein. À ça, ils en font des rapports. Mais alors, tu sais pas à quoi ça sert vraiment. Et puis, il y a ce principe simple. Hein. Vous vous rappelez quand la cathédrale Notre-Dame avait brûlé? Alors ça, tout le monde s'en rappelle, hein, la cathédrale Notre-Dame qui brûle. Ouh là 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 là. Et quand t'es milliardaire, à l'époque, il y avait des millions d'euros qui avaient été promis pour rebâtir la cathédrale. Hein. Alors c'était des chèques de millions. Hein. Pinault qui avait promis 100 millions. LVMH et Bernard Arnault qui avait promis 200 millions. Bettencourt-Mayer du groupe L'Oréal aussi avait promis 200 millions. Total voulait donner 100 millions. Bouygues 10 millions. Decaux 20 millions, etc. Bon.
tous ces dons n'ont pas encore vraiment été donnés pour la cathédrale Notre-Dame. Mais pour ce qui est des feux, des gens qui meurent, on pense à eux, de ceux qui luttent contre le feu avec des conditions déplorables. Les pompiers, réintégrez donc les pompiers non vaccinés, je crois qu'on a besoin d'eux et qu'ils ont besoin de bosser. Les uniformes de pompiers, même pas les uniformes, les tenues de protection des pompiers qui vont être dans le camion et plus individuelles, tout ça avec des moyens rognés de plus en plus, c'est terrible. Et là, il n'y a rien. Qu'est-ce que les milliardaires, regardez, ça c'est un bombardier, c'est un jet de la marque Bombardier Global 7500. Hein, c'est ce que s'est acheté Pinault et Bernard Arnault. C'est des frères de jet. Ils se sont achetés le même en mars 2021. C'est très simple, hein, c'est un jet qui vaut 72 millions d'euros. Bon, 72 millions d'euros, tu t'achètes ton jet. Les mecs sont à la tête de fortune en milliards. Tu te dis pourquoi pas. Est-ce qu'ils pourraient pas de temps en temps dire tiens, on va acheter un Canadair pour les Français. Un Canadair, c'est 30 à 50 millions d'euros. Bon, alors c'est sûr, hein, avec, tu vas pas à Londres, tu vas pas à New York, tu fais pas ce que tu veux avec. Hein, c'est un truc qui sert la communauté. Et vu qu'on est sur les dents et qu'on n'a plus que ça, on se dit, monsieur le riche, s'il vous plaît, c'est pour l'État, c'est pour aider les Canadaires. Non, mais tant qu'à faire, fais un truc, tu vois. Non, que dalle. Les Canadaires, c'est vraiment la misère. Et donc, comme le dit Gérard, le mieux, c'est de faire appel à la solidarité européenne. Mais elle n'aura qu'un temps, cette solidarité européenne. Vous vous rendez bien compte que les autres pays ne vont pas pouvoir faire la même chose que nous. Donc, c'est quand même assez étonnant. Alors, injecter des Canadair, je sais pas. Les 90 blindés, ah oui, ça, j'ai oublié de le mettre dans la revue de presse de ce matin, mais vous avez 90 blindés de la gendarmerie qui ont été commandés pour quelques millions d'euros. Et alors, pour le maintien de l'ordre, hein, mais un peu partout, certains ont même été vendus en Arabie Saoudite. Et vous avez une mitrailleuse qui tire 1000 coups par minute, pilotée par caméra, qui est toujours sur le toit du petit blindé, quelle que soit la mission du blindé. C'est très rassurant. Mais tout ça va très bien. Voilà, donc le feu de forêt, on s'en fout. Et voilà, alors c'est vraiment fantastique. Et puis, à l'heure où on nous parle de sobriété énergétique et d'avions, dans le Figaro, propriété du groupe Dassault, qui fait beaucoup d'avions aussi, on nous explique que la dynamique de l'aéronautique défie les crises, puisque c'est le salon de Farnborough qui va commencer. Le salon de Farnborough, c'est le salon de l'aviation, un peu comme le Bourget, mais en Grande-Bretagne. Et là, les commandes pleuvent pour l'aviation civile comme militaire. Tout va très bien, Madame la Marquise, mais il va falloir pas trop chauffer cet hiver, et aussi arrêtez de manger du steak, hein, ou même des saucisses, enfin de la viande en général, hein, le barbecue, ça c'est fini. Ça c'était avant, le monde d'avant, celui qu'on connaissait avant, eh bien il n'existe quasiment plus, enfin il existe toujours, mais c'est plus vraiment la même chose. Voilà, allez, on va commencer la revue de presse, merci d'être aussi nombreux ce matin. Une sieste enfumée réveillée à temps. Oui, je pense à vous. Certains d'entre vous ont sans doute été au cœur du brasier. Certains d'entre vous ont peut-être des amis soldats du feu ou le sont eux-mêmes et travaillent pour la communauté. Ce n'est pas le cas, bien sûr, de tous les fantastiques milliardaires, entrepreneurs, enfin tous ceux que nous adorons. Avant toute chose, avant de parler des choses sérieuses, parlons un peu de la futilité. Magali Berda contre Booba. Comme on est sur Twitch, que ça parle d'influenceuse, on va se mettre en mode influenceuse. On va se gonfler la bouche, on va se mettre des gros angles et on va parler avec un accent pour dire « Je comprends pas pourquoi il est méchant comme ça avec moi Booba ». Alors Magali Berda, c'est la reine des influenceuses. C'est elle qui aide toutes les influenceurs à faire leur beurre sur Instagram notamment, mais aussi des plateformes comme Meta, toutes les plateformes YouTube aussi. Et ça permet de vendre des produits frelatés à des gogos. Ce monde des influenceurs, il est terrible. Et Booba, justement, s'est attaqué à eux, puisque Magali Berda a réussi à faire fermer le compte de Booba pour harcèlement. Magali Berda, c'est elle. Hein. Bénéficier d'une formation qui est payée par l'État, du coup. Donc ça vous coûte 0. Toutes ces formations-là, c'est sur Bismart Conseil. C'est une plateforme qui vous donne accès à des formations. Donc vous allez voir, il y en a beaucoup. Et ça se passe sur Bismart Conseil. C'est gratuit. Voilà, c'est financé. Sur le CPF, le congé de formation, donc énorme truc en ce moment, c'est un marché à plusieurs milliards. C'est-à-dire que vous cotisez sur vos deniers pour pouvoir ensuite vous former à vie. Et Magali Berda, avec d'autres influenceurs, avait tout un plan pour dire « Tu veux devenir influenceur de ta vie, pilote de ta vie, tu veux parler comme ça, tu veux te faire gonfler la bouche, tu veux des cernes en silicone, même si tu es un homme, tu as le droit maintenant, c'est woke, tu veux faire tout ça, eh bien tu n'as qu'à venir sur Bismart Formation et tu trouveras toutes les formations qu'il te faut pour être influenceur. » Alors je me moque, mais moi je suis un peu influenceur aussi. Je me dis, est-ce que je ne devrais pas poster plus de moi en train de me maquiller sur Instagram
Hashtag body positive, hashtag maquillage, hashtag achetez ce maquillage, je l'ai acheté à Dubaï, il est excellent, il ne faut même pas au soleil. Peut-être je devrais le faire. En tout cas, ce clash est énorme. Et voilà ce que donc dit Magali Berda. Pardon, c'est avant ça. Non, toujours pas, excusez-moi. Voilà son communiqué de presse. Depuis 2 mois, Eli Yaffa, connu sous le nom de Booba, n'a eu de cesse de me prendre pour cible sur les réseaux sociaux. Depuis, je subis un harcèlement en ligne de masse, messages par milliers. On me menace de mort, on m'envoie des propos antisémites ou sexistes. On me promet de me décapiter, de me lapider, de me violer. On invite tous les jours à me suicider. On me livre à la fausse rumeur pour mieux me déstabiliser. Alors il faut savoir que vendre des produits frelatés, c'est puni par la loi. Hein. C'est la répression des fraudes qui s'en charge. Et le scandale à la CPF, la Caisse des dépôts est sur le coup depuis déjà plusieurs mois, parce que c'est un énorme scandale. Beaucoup de gens ont perdu leurs économies, ont payé des formations qui ne servaient à rien. Maintenant, il y a des formations certifiées, mais même au sein des formations certifiées, vous avez encore des formations un peu bidons, donc attention, ne tombez pas dans le piège à gogo qu'est le monde de l'influence. Les influenceurs, je ne comprends pas en fait, ce monde de tarés dans lequel on est, ce monde d'idiots, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre terme. Hein. Quand tu vois des jeunes qui te disent « Je comprends pas, le pull, il vient du Liban, il est fait en Libanie, c'est trop beau », tu vois, des mecs, mais qui sont... Alors, soit ils jouent... Alors, au début, je pensais qu'ils jouaient à avoir 2 neurones, et en fait, non, les mecs ont vraiment 2 neurones, mais 3 millions d'abonnés. Bon, vaut mieux avoir 3 millions de neurones et 2 millions d'abonnés. Et encore 3 millions de neurones, tu vas pas très loin. Je pense que c'est pas énorme. Là, je fais mon influenceur. Je sais pas, combien il faut de neurones pour être intelligent? Connexion neuronale. Qu'est-ce qui est le mieux, les synapses ou les neurones? Synapses, c'est quoi ça? Non, bon, alors... Évidemment. Donc, elle a réussi à faire fermer le compte de Booba, hein, Eli Yaffa, le rappeur Booba, qui a failli se battre avec Vald au Francofolie. Il a dit non, mais j'adore Vald, c'est un super auteur, mais on a fait... Booba, il veut se battre avec tout le monde. C'est Booba, arrête de vouloir te battre avec tout le monde. Mais donc, du coup, il se bat vraiment avec Magali Berda. Et elle fera tout ce qui est en son pouvoir pour identifier, poursuivre et faire condamner en France et à l'étranger ceux qui ont tenté de me nuire et ceux qui ont participé à mon cyberharcèlement. Et oui, le cyberharcèlement, c'est une horreur sur les réseaux sociaux. J'en ai fait également état... Enfin, non, j'ai été victime de cyberharcèlement de la part des trolls de La République En Marche. C'est quelque chose d'assez ridicule en réalité. Hein. Il suffit d'avoir suffisamment de second degré et de se dire... Ah ben j'ai bien emmerdé Papy Machin là. Hein. Oh là 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 là, il est pas content Papy Machin. Il a voté Macron, il est pas content. Attends qu'il entende le titre vieux macroniste. Oh là 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 là, qu'est-ce que je vais prendre sur la gueule. L'accent bimbo, je le conserve évidemment, je le conserve, je le fais tout le temps. Et puis je me gonfle les lèvres aussi de temps en temps. Plus j'ai d'abonnés, plus je gonfle mes lèvres. Alors si vous êtes 700 abonnés à la fin de ce stream, je fais du collagène pour de vrai. Non, bien sûr que non, du con. Mais enfin, oui, alors c'est Chiappa a invité pas mal d'influenceuses de la team Berda pour dire c'est génial, on est tous dégénérés, c'est génial. Essayons de relever le niveau. Alors du coup, Booba s'est dit bon, écoute, tu veux jouer à ça, c'est pas grave, je mets moi aussi mon avocat sur le coup. Bam! Et voilà que le communiqué de presse officiel de Booba, depuis plus d'1 mois, j'alerte le public sur Instagram et sur Twitter contre les arnaques en ligne pratiquées par les influenceurs. J'ai reçu des centaines de messages, éléments de preuve qui confirment l'ampleur. Et alors, donc, il y a un email pour dénoncer ces influenceurs qui vendent de la merde. influvoleur2022@gmail.com. Et c'est fantastique. Et donc, il a mandaté Patrick Klugman, son avocat, pour utiliser toutes les voies de droit qui permettront de rétablir ma liberté d'expression sur Instagram. Du coup, Booba a ouvert un nouveau compte qui s'appelle Eli Yaffa officiel. C'est le 2e nouveau compte qu'il ouvre, puisqu'à chaque coup, il se fait fermer son compte, Booba, parce qu'il dit que Instagram, c'est de la merde. C'est un choix de vie en même temps, j'ai envie de dire. Puisqu'il joue le jeu de l'influence. Et c'est bien qu'il utilise son influence pour dénoncer ces influenceurs qui ne servent absolument à rien à part se gonfler la lèvre et se gonfler les fesses aussi. Pareil, le BBL, le Brazilian Butt Lift, on en avait parlé, Libé avait fait une fantastique page sur les effets secondaires des piqûres, mais pas celles qu'on croit, les piqûres du Brazilian Butt Lift, en disant attention, c'est l'opération chirurgicale la plus pétée du monde, ça fait des victimes, en veux-tu, en voilà, avec septicémie, avec des morts parfois, tout ça pour avoir un gros cul comme Kim Kardashian. Mais bordel de merde, qu'est-ce que vous avez dans la tête? D'où est-ce que ça sort ces conneries? Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là?
C'est la vraie question. C'est pour ça que vous êtes tous les matins devant la revue de presse du Monde Moderne pour vous dire « Mais c'est quoi ce vieux schnock? Qu'est-ce qu'il radote ?» Et qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Ça sent la colle à bois. Bah oui, j'en ai mis dans les lèvres. J'ai mis un peu d'anchois, une anchoyade. Et puis alors, je comprends pas. Il fait chaud en France comme à Dubaï. Du coup, quand je rentre, je vois même plus la différence. Ah là 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 là. Le Subutex, enfin toute la merde quoi. Voilà, allez, fermons la porte de l'enfer des influenceurs et des dégénérés pour rentrer dans la porte merveilleuse de la presse des oligarques. Allez, on commence avec, bien sûr, tous les titres sur la fournaise, les classes moyennes. Ah bah non, parce que les deux titres, c'est attention, hein, il va y avoir toutes les mesures pouvoir d'achat qui vont être discutées aujourd'hui à l'Assemblée, mais quand même l'autre titre, c'est la forêt brûle toujours en Gironde. Pouvoir d'achat, vous voyez, c'est le Figaro qui met le pouvoir d'achat devant, et les feux de forêt qui ravagent le sud-ouest. Et puis le Parisien qui parle même pas des feux. Non, eux, ils sont sur le jour le plus chaud. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, le jour le plus chaud. Vous avez chaud? Est-ce que vous avez chaud? Je vous entends parler, Modernos. Est-ce que vous avez chaud? Est-ce qu'on s'abonne, là? Pour que j'ai des grosses lèvres, comme ma Galiberdard? J'entends rien. Franchement, j'entends rien. Franchement, je ne peux pas continuer comme ça si vous n'êtes pas là, si vous ne faites pas des subs, si vous n'êtes pas là pour dire que le Twitch il est bien, j'arrête. Hein. C'est pas la peine que je continue. Oui, vous êtes là, c'est bon. Allez, je continue, vous avez chaud. Il faut s'abonner quand même, hein, parce que nous, on s'est moqué aussi un peu des influenceurs. On a envoyé à tous les fans du Monde Moderne une première vague d'élastique à chibre. Alors, si vous êtes fan du Monde Moderne depuis le début, vous connaissez l'élastique à chibre, ou vous êtes même un heureux propriétaire de cet objet exceptionnel qu'est l'élastique à chibre. Eh bien, l'élastique à chibre va revenir, bien sûr, pour une deuxième saison. Vous pourrez faire partie de l'élite, la team élite du Monde Moderne, les Modernos qui sont équipés d'un élastique à chibre. C'est un objet fantastique, en plastique évidemment, fait en Chine, qui sert à rien, mais qui permet de montrer à tous que quand vous vous baignez au camping, ou ailleurs, même chez vous, hein, n'importe où, que vous êtes un membre éminent de la communauté des Modernos. L'élastique à chibre revient, donc soyez prêts. Levez la main ceux qui ont déjà un élastique à chibre. Allez, levez la main dans le chat. Dédicacé, oui, bien sûr, certains ont un élastique dédicacé, placé sous verre, c'est le cas de Bob Le Grutier. Pour les filles, c'est la même chose, c'est unisexe. Hein. Pam Bleu en a un, d'autres n'en ont pas. N'inquiétez pas, après Nabila, voilà, Alexia, vous allez voir, je suis chaud patate, vous allez voir, l'élastique à chibre va faire un carton à la rentrée. Je l'avais reçu pour mon Noël. Oui, il revient même avant Noël. Ça ressemble à quoi? Eh bien, demandez à ceux qui en ont un, postez des photos de l'élastique à chibre sur les réseaux sociaux, hashtag Le Monde Moderne, renvoyez vers le Twitch, vous allez voir, ça va faire des envieux de ouf. Chibre pose la question Flashifleur, c'est un peu ce que vous voulez, c'est un objet inutile, comme en vendent les influenceurs, voilà. Mais il est très utile puisqu'il vous permet de vous il brille dans le noir, il est phosphorescent. Non, c'est quand même un truc assez exceptionnel. Enfin voilà, le jour le plus chaud, donc allez, je n'en ai pas, écoutez, c'est très simple, il suffira d'envoyer une enveloppe timbrée à votre nom et adresse à l'adresse du Monde Moderne pour recevoir en retour l'élastique à chibre. C'était la première opération qu'on avait fait, on va le refaire à la rentrée parce que vous adorez ça, voilà. Merci, 10 mois d'abonnement Mélissandre, merci, Grâce Blabla, également 10 mois d'abonnement, 10 mois, on ne s'en lasse pas, merci Alexis, merci à vous tous, merci la commu, merci, c'est génial la commu. Alors, j'ai un problème, je ne comprends pas pourquoi les gens nous en veulent de vendre de la merde. Eh bien, ça sert à rien. Mais non, mais si, mais c'est pas grave. Bien sûr, un truc toxique qui pollue à la famille. C'est tout à fait, on dirait le gouvernement français. Allez, le jour le plus chaud, c'est dans Le Parisien aujourd'hui en France, le journal qui appartient à Bernard Arnault, l'homme au jet à 72 millions d'euros, mais qui n'est pas foutu de filer un copec pour qu'on ait des Canadaires. Non, si, mais il paye ses impôts. Mais il paye ses impôts. Pas tous, mais quand même. Oh. C'est génial. Pardon, je bois mon café, je sais ça. Horripile les gens, mais c'est comme ça. Déconnez pas les gars, il va faire 40 degrés, même à Brest. Alors je ne sais pas s'il y a des fans de la revue de presse à Brest. Si vous êtes à Brest, c'est le moment ou jamais de faire super gaffe. Hein. La France va connaître l'une des journées les plus chaudes de son histoire. Ce lundi.
avec des records de chaleur dans les régions du sud-ouest. Bon, ça d'accord, eh ben, y a les feux qui n'aident de rien. Je pense là aux pompiers qui vont travailler dans des conditions extrêmes et qui vont faire un travail difficile et délicat avec ces feux qui n'en finissent pas. On parlera bien sûr de la forêt aussi, problème plus large hein, que les feux de forêt et le manque de canadair, comme le dit... mais tout au long de la façade atlantique, jusqu'au nord de la Bretagne. Alors à Brest, c'est pas anodin. 40 degrés à Brest, ça veut dire que des gens vont mourir, peut-être. Vous êtes à Brest? Alors, oui, on est là, le 2-9 en force, c'est cela, Brest et en Biélorussie. Oui, je suis à Brest. Bon, alors faites gaffe à Brest. Hein. Faites gaffe, 40 degrés, c'est quand même un truc grave, parce que les mecs partaient en Bretagne, étaient « Oui, je vais me mettre au frais en Bretagne ». Le frais, ça n'existe plus. Tu te rappelles quand il y avait des rivières? Là, c'est un lit de cailloux. Regarde, le petit, il fait des cairns. Il s'amuse. Avant, il faisait des châteaux de sable, maintenant, il empile des pierres brûlantes au soleil. Ah, c'est génial. Moi, j'adore la France des rivières, la France des cours d'eau, la France des chemins de pierre. J'adore cette France-là, cette France cette France à sec, en fait. Les caisses de l'État sont à sec, mais la France aussi. Que voulez-vous? C'est ainsi. Et oui, c'est la canicule, donc protégez-vous. Et puis alors, le grand entretien dans le Parisien aujourd'hui en France avec François Braun. C'est le ministre de la Santé. C'est un ministre en or. Alors, première, des questions géniales hein, dans cette interview. Les Français vous connaissent encore assez peu. Comment avez-vous été approché pour devenir ministre de la Santé? Petit. Tu veux un ministère? Tu veux un ministère? Toi, t'as l'air d'être un bon soldat du macronisme. Tu voudrais pas un ministère pour traiter les Français d'enculés? Oh ouais, j'adore ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une voiture de fonction, tu peux mettre la clim, et ensuite tu dis aux autres de ne pas mettre la clim, tu manges bien. Hein, regarde Gérard, non mais lui c'est le président du Sénat, mais je veux dire, regarde, tous ils sont, Marlène, tous ils sont bien, t'es bien traité, hein. T'es bien traité à maltraiter les autres. C'est génial, combien c'est payé? C'est pas une fortune si tu viens du privé, mais globalement t'es plutôt pas mal payé. Alors, tu veux un ministère? Oui, je veux bien. Non, ça s'est pas fait comme ça. Non, il est venu à la politique de façon très tardive, hein, François. En décembre, j'ai été contacté par l'équipe du président pour le conseiller en matière de santé durant la campagne présidentielle. Ah, j'y ai pris goût. Ah ouais? Oui, après l'élection, je suis retourné travailler à l'hôpital. À ce moment-là, j'ai alerté le gouvernement sur les 120 services d'urgence en grande difficulté, faute de soignants. On m'a dit, faites donc des propositions, trouvez des solutions. Et puis, il a fait son fameux rapport, c'est génial. Hein. Alors, le mec... Donc Macron commande un rapport au mec qu'il a conseillé sur la santé pour le nommer ministre après. C'est génial. C'est quand même génial. Mais c'est un coup de génie. Mais quand je vous dis que c'est le meilleur président que la France ait jamais connu, c'est aussi le meilleur DRH que le monde ait jamais connu. Enfin, il y a eu ce coup de téléphone un samedi soir. On m'a demandé, voulez-vous aller plus loin? Plus loin où ça? Dans la Macronie? Oui. Voulez-vous vous enfoncer dans la Macronie comme un gant dans un... Non, pas ça. Non. Oh là là, l'image que j'ai eue, pardon, excusez-moi, j'ai des pensées obscures. Excusez-moi. Donc voilà, François Braun a donc accepté, évidemment. Il a passé une nuit à cogiter, à se dire « Ouh là là, mais oui, est-ce que je vais être ministre ou pas? Laissez-moi la nuit. » Alors il a appelé son frère, il a dit « Est-ce que tu crois que je devrais être ministre ?» Il a dit « Bien sûr, tu dois changer les choses. » Bon, quand même, il a eu son... il faut absolument... Là, je lance un appel à l'aide à la communauté, que vous m'aidiez à paramétrer cet ordinateur pour que l'image arrête de saccader. Je ne sais pas comment faire moi, donc sur le Discord ou ici ou en message privé sur Twitter, j'ai besoin d'aide d'un professionnel du stream. Voilà. Je n'ai aucune drogue, ça s'appelle le café. Hein. Et puis le monde moderne aussi, la revue de presse, c'est une bonne drogue. Non, comme un gant dans un... Non, mais voilà. Le taux de rafraîchissement, peut-être, je sais pas. On va pas en parler maintenant, ça fait chier tout le monde, ces problèmes techniques, et puis il y en a de moins en moins, et c'est tant mieux. Allez, on continue l'interview de François Braun. Aura-t-on de nouveaux vaccins à la rentrée? Ah là, tout le monde se demande, est-ce qu'on aura des nouveaux vaccins à la rentrée? Bah oui, on reste dans une logique d'achat à l'échelle européenne, donc qui nous a permis d'en obtenir vite, en grande quantité, et très cher. Ursula, dis donc, c'était SMS. Non, j'ai les effacés. Comment ça, t'as effacé tes SMS sur celui-là? Ah, j'ai fait la manipulation. Ah, très mauvaise en technique. Et oui, donc les discussions sont en cours pour l'automne. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça, les discussions sont en cours pour l'automne. Mais alors, la 4e dose va-t-elle être généralisée? Je m'en remettrai à l'avis des scientifiques. Alors, les scientifiques, il faut savoir que c'est les mecs de la section marketing et vente de Pfizer. Donc, généralement, oui. Généralement, les mecs... Allô?
Hallo, it's Albert Borat. First dose is good. First dose is love. Fifth dose is even better. It's making love. Making love with your body. It's like a spike coming, making love with you. That's great. That's the fifth dose. It works. It works. Everybody gets COVID, but it's a small COVID. With love. Great love. Billions-dollar love. Donc voilà, ça va être génial. C'est un ministre qui s'en remet souvent à la vie des scientifiques. Et puis alors, canicule, Covid, crise des urgences à l'hôpital. Est-ce que l'hôpital peut s'écrouler cet été? Il réfléchit. Est-ce qu'il peut? Est-ce qu'il va? Je vais tout faire pour qu'il ne s'écroule pas, ça c'est sûr. Des réunions ont lieu dans les territoires avec les agences régionales de santé. J'observe une dynamique nouvelle. Ça, c'est un peu le changement de paradigme. Voilà, ta dynamique nouvelle et changement de paradigme, c'est les deux gros trucs qui veulent rien dire dans le néo-management. Donc oui, c'est une dynamique nouvelle dans l'équipe. Je vois que Gérard a démissionné et que Michel s'est suicidé. Je pense qu'on tient le bon bout. Hein. Toi, t'es en burn-out? Il reste plus personne alors. Je compte sur les soignants. Non, alors en fait, mon objectif, c'est d'arrêter l'hémorragie, puis de reconstruire l'hôpital. Alors il appelle ça, vous allez voir, c'est un truc assez exceptionnel, il faut que je retrouve, parce que quand même le mec a honte de rien, le damage control. Voilà. C'est un terme américain, il l'explique comme ça. Hein. J'agis en urgentiste. Hein. Alors, le problème est profond. En effet, j'applique le principe que j'ai appris durant les attentats avec le damage control, un terme américain issu de la marine. Lorsqu'un navire est touché, on fait tout pour éviter qu'il ne coule et on le ramène au port. C'est pareil pour les blessés, on leur sauve la vie et on les opère 48 heures plus tard. Avec la même approche, il faut stopper l'hémorragie à l'hôpital. On observe un effet post-stress du Covid. Beaucoup n'en peuvent plus et quittent l'hôpital. Ce phénomène est mondial. L'argument qui revient toujours sur la table, c'est la pénibilité du travail. Oui. Moi, je n'aime pas trop le terme de pénibilité parce que ça voudrait dire que le travail est pénible. Ça, c'est les mots du super président qu'on a, Emmanuel Macron. La valeur travail. D'ailleurs, le travail, c'est son projet pour les 5 ans qui viennent. Il va falloir bosser pour rien. Bosser pour sauver sa vie. Bosser pour avoir des droits, peut-être. Bosser, travailler. Travailler pour sauver la productivité française. Travailler pour sauver la France. Travail! Comme à la mine, comme Timmy. Timmy qui vous envoie des bisous. Hein. Il est à la mine ce matin, comme tous les matins. Donc, il fait très chaud à la mine. Hein. Il ne fait pas frais parce que, contrairement à ce qu'on croit, il y a beaucoup de machines qui créent beaucoup d'ozone et de CO2. Et ça chauffe les galeries. Et c'est très compliqué pour les jeunes enfants qui y travaillent. Alors, bien sûr, la pénibilité du travail, même si Macron ne voulait pas entendre parler de ce terme-là. Les heures effectuées par les personnels médicaux et non médicaux qui seront mieux rémunérés cet été en attendant d'ouvrir une réflexion plus large sur la reconnaissance de la pénibilité. Ah, bah alors, il va adorer ça. Et dis donc, Braun, j'ai dit que ce n'était pas trop ce terme de pénibilité. Monsieur le Président, vous savez, c'est les urgences, il va falloir en parler quand même. Ah bah non, t'aimes pas ça, franchement, tu m'énerves. Je crois que tu vas démissionner bientôt. Enfin non, j'ai besoin de toi pour que tu te fasses taper à ma place. Alors, il y a les mercenaires de l'intérim, voilà, etc. Et puis, alors, ce qu'il faut savoir sur François Braun, c'est qu'il était un des premiers médecins urgentistes à être sur place au moment des attaques contre Charlie Hebdo. Un épisode qu'il n'oubliera jamais, puisqu'il a fait un infarctus le lendemain. Voilà, et doit prendre des médicaments tous les matins. Alors, ministre, c'est un poste à responsabilité. J'espère qu'il tiendra le coup. C'est quand même assez particulier. Voilà, c'était le portrait interview de François Braun dans Le Parisien. Fantastique. Et puis, regardez cette petite tête. Laurent Wauquiez, cheveux blancs, barbe blanche. C'est celui que tout le monde attend, mais il se fait attendre. Alors, il renonce à briguer la tête des Républicains, en se disant non, mais c'est un parti complètement mort-né, donc c'est fini en fait. Je pense qu'il veut monter un petit mouvement peinard. Il va aller à la rencontre des Français, comme tu fais quand tu fais ce boulot-là de politique. Généralement, politique, c'est tu fais touriste dans ton pays. Et souvent, les mecs vont à la rencontre des Français, histoire de les connaître un peu. Oui, je suis allé à la rencontre des Français, j'ai vu beaucoup de détresse. Hein. Ouais. Oui, non, pas de martini, non, merci. Plutôt, voilà, oui, un gin tonic, merci. Et donc, non, mais ça se passe bien, sinon les Français, ça se passe super. Donc voilà, évidemment qu'ils pensent à 2027, tous pensent à 2027, au RN, chez LR. À la NUPS, ils pensent surtout à savoir s'ils vont reconstruire leur parti et flinguer les insoumis, c'est un autre délire. Mais globalement, tous pensent à 2027. Et là, Laurent Wauquiez, tu sens le mec, mais taquet, il s'est dit non, je vais vous regarder, vous voterez je vais vous regarder, vous voterez en fait. Hein. Et puis moi, je vais faire mon petit tour de vélo à la rencontre des Français, puis je vais revenir et je vais dire, ça y est, j'ai un plan. J'ai un plan pour la France, ça s'appelle Wauquiez 2027. Bon, on attend de voir, mais en tout cas, voilà, c'est un retour à la politique. Ça fait du bien aussi dans la revue de presse, on en parle un peu quand même, c'est important. Les classes moyennes, c'était la une de Libé.
Libération, même avec 2 salaires, les fins de mois sont difficiles. À partir de ce lundi, le premier projet de loi sur le pouvoir d'achat est discuté à l'Assemblée. Il faut savoir que la classe moyenne, c'est ces gens qui gagnent suffisamment pour ne pas avoir droit aux aides sociales. Alors c'est une bonne nouvelle. La mauvaise, c'est qu'en gagnant suffisamment, on ne vit pas bien. Eh oui. Avant, on pouvait s'acheter une maison, on pouvait partir en vacances, aller au cinéma, aller au restaurant. Bon, après, il y a eu le pass sanitaire, on ne pouvait rien faire, mais ça, c'est autre chose. Mais même quand le pass sanitaire s'en va, tu te rends compte que, non, j'ai pas les moyens de faire ça. Et personne ne m'aide. Et en plus, je paye tout plein pot. Alors, les petites mesurettes qui vont être proposées, chèque, je sais même pas. Tu sais, ça m'intéresse même. Je pense que c'est du foutage de gueule. Tout ça, c'est pour tenir, faire en sorte qu'il n'y ait pas une explosion sociale pendant l'été ou à la rentrée. Et donc, donner un peu des miettes aux gueux à la table du Présirois. Mangez donc un peu de caillettes, ce qu'il reste du moins. Et ne léchez pas le sol avec vos miasmes et microbes. Gardez votre masque sur la bouche, même en mâchant les os qu'il reste par terre. Ah, ces gueux. Ils sont amusants un temps, mais après, ça sent mauvais dans la salle. Donc voilà, il s'agit de donner un peu de miettes. Chèque pour le carburant, chèque pour le machin, chèque pour le truc. Tiens, bidule, on va pas t'augmenter parce que sinon, ça ferait la spirale prix-salaire. Hein. Donc on va te donner un petit chèque pour que tu achètes des nouilles à la rentrée et un écran plat aux gosses. Hein, puisque de toute façon, tu n'achètes même pas des fournitures scolaires à la rentrée, ça coûte trop cher. Donc on va avoir le marronnier qui arrive, je vous le fais déjà. Hein. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire avec l'inflation maintenant? Le cahier coûte... Ils vont nous faire le prix du cahier année après année. Évidemment, maintenant, le cahier, c'est trop cher. Donc, on arrête l'éducation. Ça coûte trop cher. Les enfants, il y a un métier d'avenir. Il suffit de prendre son CPF. Magali Berda vous a expliqué, vous pouvez apprendre le travail de la mine dès 4 ans. C'est génial. Pioche ou pas, comment creuser une galerie, comment la sécuriser, comment repérer des minerais de qualité, l'or, le méthane, mais n'importe quoi. Enfin bref, creuser. Vous pouvez toujours creuser plus loin, plus profond. Voilà, ça, c'est l'avenir, le projet, ou livreur Uber, mais pour ça, il faut un permis. Démerdez-vous. Des primes, bien sûr, des primes Macron, des primes machin, des primes bidule, mais tout ça, c'est simplement influenceur ou bien ouvrir un compte OnlyFans. On y a pensé, faire le OnlyFans du monde moderne. Je ne sais pas si on aura un grand succès, puisque ce serait à peu près la même chose, mais sur OnlyFans. Vous me direz, ça permettrait de dire plus de choses, peut-être. Bien sûr, j'ai parlé du dévissement de l'euro face au dollar. Prix dividende, on en parle? Non, ça, on n'en parle jamais, bien entendu. C'est la presse des milliardaires, ils vont quand même pas parler de leurs problèmes à eux. Donc voilà, donc ça, c'est le truc du gouvernement. Donc, ça, c'est pas une loi, c'est une loi pouvoir d'achat de vote, en fait. Gérald Darmanin, il faut savoir qu'il est vu comme le sauveur de la République En Marche. Alors là, vous allez me dire, non, c'est pas possible. Si, ils en sont là. Voilà, il faut savoir que Darmanin est là pour sauver la REM. Heureusement qu'ils l'ont. Gérald Darmanin en est persuadé. Directement connecté aux affects populaires, il est un actif indispensable à la froide et résonnante Macronie. Alors froide et résonnante pour pas dire méprisante, hautaine et maltraitante. Hein. Voilà. Le ministre de l'Intérieur a posé depuis longtemps un sévère diagnostic sur l'écosystème présidentiel, critiquant plus ou moins discrètement son décalage avec les vrais gens. Les vrais gens, les sans-dents, ceux qui partent pas en vacances, ceux qui peuvent pas vivre avec leur salaire, ceux qui se font maltraiter par Macron à longueur de temps, ceux qui se font traiter de Gaulois réfractaires, d'enculés. Pardon, non, il a pas dit ça. Il a dit « j'aimerais bien les emmerder jusqu'au bout ». Mais bon. Bref, j'ai toujours dit qu'on devait avoir davantage de pâte humaine et de contact dans notre politique. De pâte humaine. Moi, ça me fait penser à du pâté, la pâte humaine. C'est affreux. Jamais j'utiliserai ces termes-là. De la pâte humaine. Non mais, c'est dingue. C'est des termes mais d'un malade mental. J'aimerais qu'on ait de la bouillie d'humains. Hein. D'ailleurs, si tu fais une boule de chair avec tous les humains qu'il y a sur la planète, ça fait une grosse boule que tu mets sur une plage en Australie, ça tient. Hein, tu peux compacter, c'était un mec qui avait calculé, si on réduit tous les humains en bouillie, bah, ça fait une grosse boule de chair, une grosse boulette. Hein, on peut faire un gros couscous boulette. Avec tous les humains, ça fait quand même... Bon, une certaine taille, mais c'est pas énorme non plus. C'est pas, tu vois, donc on peut faire de la pâte humaine à pas cher. Du contact, hein, c'était début juillet, dans son interview au Monde, on en avait parlé ici. On s'était moqué de moi lorsqu'il y a 2 ans, j'avais dit « il faut plus de bistrot et moins de visio ». Sacré Gérald, le sens de la formule. Mais n'être que dans la rationalité, c'est parfois être éloigné de ce qui fait le principe de la politique, c'est-à-dire les gens. Salut Jean. Jean, tu fais la politique, Jean. Jean, garde ton masque pendant que tu manges les os qu'il y a par terre. Merci. Les gens. Ah, les gens, faut tout leur dire. Il faut donc sauver le macronisme de son manque de tripes. Et Darmanin revendique volontiers le rôle.
T'imagines, Darmanin, qui est censé représenter le bon vivant, le machin. Ouais, je vais dans des clubs à Partouze. Ah non, faut pas déconner. Oui, je harcèle des anciennes prostituées au téléphone pour qu'elles viennent avec moi boire un café. Mais oui, je me fais sucer la bite pour des logements, mais ça n'a rien à voir avec de conflit. Non. Mais ça, mais c'est rabelaisien. Mais enfin, il y a un non-lieu, de toute façon, c'est tellement rabelaisien. C'est ça, les tripes. Oh putain. Eh ben, on en est là. Il faut donc sauver le macronisme de son manque de tripes, voilà. Alors, il y a son histoire. Hein. Il faut savoir que Darmanin est fils d'un cafetier et d'une femme de ménage. Et son ancrage nordiste. Il empile depuis 2012 les victoires électorales à Tourcoing. Il est le seul au gouvernement à cumuler cette équation personnelle avec un fort poids politique. Quand j'ai commencé à faire campagne, le FN faisait 38%. Quand je me présente à la mairie de Tourcoing, il fait 9%. Peut-être que le style est assez efficace. Eh oui, il cabotine, il a raison. Il dit « Soyez plus de droite comme moi ». Il est d'extrême droite sans le dire, donc ça marche, c'est formidable. Ministre des Comptes publics, il avait poussé son camp à faire du pouvoir d'achat une priorité bien avant la crise des Gilets jaunes et convaincu Macron de renouer avec le sarkozyste défiscalisation des heures supplémentaires. Par ses nouvelles fonctions et calculs politiques, Darmanin porte désormais le débat sur les terrains sécuritaires et migratoires. Il encourage la majorité à la sévérité qu'attendraient d'elle les classes moyennes et populaires. Vous viendrez me voir quand il faudra sauver vos circonscriptions. Oh mon Dieu, c'est ça, c'est tout simplement ça, c'est là où on en est, c'est Gérald Darmanin, donc sauveur de la Macronie, et le mec connecté aux classes populaires. Hein. Il a bouffé à tous les râteliers, et maintenant, on va avoir droit au parti de l'ordre contre le désordre. Hein. Attention, soyez prêts à entendre un petit filet. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup trop d'insécurité, il y a beaucoup trop de violence dans ce pays. Mais la violence sociale n'aide pas. Hein. Donc il faut lutter contre les violences, mais toutes les violences, y compris celles de la Macronie. Bon là, les mecs, ils sont dans un délire personnel où suffit de traverser la rue, connard de chômeur qui prend les allocs pour jouer à la PlayStation, ça suffit maintenant. Bon, ça, c'est de la violence, c'est de la maltraitance verbale. Mais lui, il continue. Voilà, donc sachez que ça, vous avez face à vous un prétendant peut-être au trône en 2027, s'il y a encore des élections. Parce qu'on ne sait pas si on va passer l'hiver. Vous verrez. Merci néanmoins pour l'abonnement, 3 mois d'abonnement et pour la promotion que vous faites. Merci à vous tous de partager le lien de cette revue de presse comme vous le faites quotidiennement quand elle est quotidienne et de manière hebdomadaire. La dernière revue de presse a fait un carton sur YouTube, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il n'y en avait qu'une dans la semaine, donc du coup les gens la regardent en boucle. Ça me manque tellement, je la regarde. Je ne sais pas. En tout cas, merci Bajnet de la Room, Bajnet de tout le monde. Merci aux nouveaux abonnés, à nous gens... à ceux qui nous suivent ici, la communauté des modernos s'agrandit et puis, comme je vous l'ai dit, attention, bientôt le retour des élastiques à chiffres pour le mois de septembre. Vous pouvez aussi nous aider sur patreon.com/le monde moderne. Voilà, ça c'est dit. Alors, la suite de cette revue de presse d'été, sur un ton échevelé, ça, c'est pas une actrice qui joue Bernadette Chirac dans un biopic sur l'ancien président de la République, non. Et pourtant, hein, on pourrait croire, ou alors Claire Chazal qui a pris un coup de vieux, non plus, non. Ou une fan d'Ursula von der Leyen au rendez-vous annuel des fans d'Ursula von der Leyen, où là, t'as de la choucroute, mais comme t'en trouves jamais, là. Vous savez, cette coupe, ça, c'est la coupe des femmes puissantes. Les femmes puissantes, elles ont tout un truc comme ça. Depuis Margaret Thatcher, elles vont chez le coiffeur, elles disent « Je veux une Thatcher, s'il vous plaît ». Et le mec lui monte le truc comme ça, en sauce, là, comme une grosse choucroute, et après, elle y va, elle est bien, elle se sent bien. Elle a des gros cheveux, elle se sent bien, elle est puissante. Imagine la même mode chez les mecs. Moi, en même temps, Macron fait un peu ça. Moi, c'est une moumoute spéciale campagne, avec un truc sur le devant, là, comme ça. Puis après, il fait, moi, c'est la moumoute président, maintenant, un truc un peu plus sérieux. Là, bon, voilà, c'est Cailleux. Hein, c'est Madame Cailleux. Mme Cailleux, qui a des amis parmi ces gens-là. Donc, il y a eu quelques propos homophobes et qui dit, non, mais je m'excuse, merde. Elisabeth Borne a dit, elle s'est excusée, ça suffit maintenant, ça suffit, merde. Alors, l'excuse, il faut savoir, c'est l'humiliation suprême en Macronie. Quand tu arrives à l'excuse, c'est l'humiliation. Jamais tu t'excuses. Normalement, t'assumes. Donc, quand tu passes à la case excuse, c'est là vraiment que t'as merdé. Hein. C'est là, l'excuse, c'est vraiment le truc. Putain, je me suis excusé. Ah, je me sens mal. Appelle les urgences, s'il te plaît. Non, le 06 canicule, le 666. Je me suis excusé. Donc voilà, l'excuse en Macronie, bon, c'est le truc. Après ça, généralement, t'es flingué. Hein. Les mecs, ils te regardent. Oh, elle s'est excusée, elle est nulle. Ah ouais. Donc, bon, elle a été humiliée, puisqu'elle a été obligée de s'excuser. Borne a dit, bon, ça va, bordel, elle s'est excusée, on va arrêter là, non? Vous voulez quoi en plus? Qu'elle démissionne? Non, mais n'importe quoi. Et donc, il y a une campagne, quand même, à l'intérieur de la REM, avec
Clément Beaune, chez M. Patate Chaude, qui était ministre des Affaires européennes, qui maintenant est ministre de je ne sais plus quoi, qui lui a décidé de prendre position et du galon. Alors Clément Beaune, il faut savoir que son ambition à lui, c'est la mairie de Paris. Donc il va tout faire pour choper la mairie de Paris face à Anne Hidalgo et Rachida Dati en 2000 quelque chose. Et donc Clément Beaune veut peser, il veut même monter un petit courant à lui, la patate. Ça s'appelle la patate. Bonjour, c'est la patate, bonjour. Le mec a gagné face à Caroline Mécari à 2 voix. Et du coup, il a eu le droit de rester ministre. Et comme c'est un chouchou de Macron à la cour du Président, eh ben, il a un avenir. Donc voilà, donc, il va faire en sorte de devenir un peu le champion de l'Europe, toujours le champion des bonnes valeurs. Alors dès qu'il peut tweeter pour dire « Mon Dieu, la NUP, ça dit une horreur, c'est fantastiquement dégueulasse, comment on peut avoir un manque de conscience politique pareil, je trouve ça totalement odieux ». Alors que bon, la NUP, ça dit pourquoi il n'y a plus de frites à la cantine aujourd'hui, quoi. Hein, derrière, tu as le mec, son président, qui faisait l'éloge de Pétain, bon, enfin, on va pas rentrer dans cette discussion stérile. Macron a fait un très beau discours contre l'antisémitisme, hein, il aurait dû le faire pendant la campagne, bon, il le fait après, c'est pas grave, mais voilà, c'est formidable, formidable. Donc je vous échange une Cailleux contre un Beaune, et on est bien là, hein, dans le 16e, on s'amuse bien, hein. Regardez, je la remets quand même. Jacques Chirac, un destin exceptionnel. Tout ça aurait été impossible sans Bernadette Chaudon-le-Courcel. Bernadette le film, avec Caroline Cailleux dans le rôle de Bernadette Chirac. Voilà, et puis cet appel au secours, personne ne nous aide, nous, ceux qui hébergent les réfugiés ukrainiens. Et oui, ils ont été nombreux à se porter volontaires au début de la guerre en Ukraine pour héberger des réfugiés ukrainiens. Et c'est bien la solidarité. Alors, il faut que je revoie mes paramètres vidéo à la baisse. Ok, merci de me le dire pendant le truc. Donc, je vais revoir mes paramètres vidéo à la baisse. Je suis désolé, hein, c'est vraiment que je suis une pipe là-dessus. Et donc, pour ceux qui ont choisi d'héberger des réfugiés ukrainiens, ils s'étonnent maintenant que l'État ne les aide pas. La vérité. En tout cas, c'est 10 000 réfugiés ukrainiens selon l'Office des réfugiés, environ 25 000 en réalité, puisque tous ne sont pas déclarés. Le problème, c'est quand vous avez des réfugiés ukrainiens à la maison, vous n'avez pas d'aide et vous avez une surcharge sur l'énergie, l'eau, etc. Même la nourriture, puisque l'aide alimentaire ne suffit pas. Les Ukrainiens qui sont réfugiés peinent à apprendre le français pour certains et donc à trouver des emplois. Certains n'ont pas de garde d'enfants et donc doivent garder les enfants, ne peuvent pas trouver du travail. Et donc, ils sont nombreux à se retrouver maintenant, à se dire, mais est-ce qu'un jour, ils vont nous aider quand même pour l'hébergement des réfugiés ukrainiens ou est-ce qu'on va être dans la merde vraiment, vraiment, vraiment ? Eh bien, ils ne savent pas. Et puis, avec la Macronie, sans doute, ils auront un petit chèque réfugié ukrainien. Mais globalement, aide-toi et le ciel t'aidera. Aide ton prochain et Macron t'aidera pas. Hein. C'est un peu ça, c'est la logique. Mais comme c'est le meilleur président, ça suffit. Hein, ça devrait être déjà super. Puis après, vous avez tous les Ukrainiens, bien sûr, qui sont hébergés par les structures officielles, mais les familles d'accueil non officielles, qui sont passées par des associations, etc., se retrouvent un peu coincées et certaines sont en situation de précarité budgétaire. Ah, vous l'attendiez tous, le plan de sobriété. Qu'est-ce que l'exécutif envisage ? 110, bah ça, on roule déjà à 80. Alors 110 sur autoroute, c'est quasiment acté. Hein. Il y a un sondage IFOP qui est sorti, 62% des sondés, hein, donc 62% des Français. Bon, ils sont 1000 sur Internet à avoir dit oui, 110 sur autoroute, oui. De toute façon, moi je roule à 90, j'ai pas une très bonne vue. Donc 110, voilà. Donc on va rouler moins vite pour économiser. Et vous allez voir, les pistes d'économie sont nombreuses, très nombreuses. Alors que je les trouve. Hop. Voilà. Transport, éclairage, chauffage, le plan de mobilisation générale que le gouvernement doit livrer cet été passera en partie par le renforcement de dispositifs existants. Bon, il s'agit quand même de réduire de 10% en 2 ans la consommation d'énergie du pays, c'est-à-dire vraiment se priver de tout.
hein, puisque l'objectif, après, c'est 40% de notre consommation énergétique en 2050. Ça s'appelle tout simplement l'effondrement, mais on déguise ça en transition énergétique, économique, sauver la planète, etc. Non, c'est juste qu'il y a de moins en moins de pétrole, que ça coûte de plus en plus cher. La guerre en Ukraine est un révélateur, hein, des faiblesses, bien sûr, mais ça va beaucoup plus loin. Alors, c'est un organisme qui s'appelle l'Agence internationale de l'énergie qui explique un peu quel est le programme en 10 mesures préconisées pour sauver du baril de pétrole. En quelques mois, ce plan-là permettrait d'éviter à l'ensemble des pays développés de brûler 2,7 millions de barils par jour. Ce qu'on brûle, t'imagines le nombre de barils qu'on crame par jour pour rien? Ouais. Tout ce que consomme l'ensemble du parc automobile chinois, 287 millions de véhicules. Alors c'est pour les pays développés. La frugalité, c'est pour nous. Les autres, eux, ils sont en train d'acheter des bagnoles. Il ne faut pas les arrêter parce que sinon, il n'y a plus de croissance mondiale. Donc voilà. Puis c'est pareil. Faut vendre des armes de destruction massive parce qu'on parle de trucs. Non, mais attention, il faut être frugal. Hein. Mais là, il y a un avion, un transporteur Antonov qui s'est écrasé en Grèce, qui transportait des armes avec des mines au phosphore, enfin plein de merde pour le Bangladesh. Là, tu dis le Bangladesh, les mecs, tu sais. Bah alors, on achète des armes. Ouais. Les mecs achètent des armes, en veux-tu en voilà, et ils t'expliquent, non, ils en vendent surtout, enfin nos gros pays, qu'il faut après être super frugal. Hein. Alors ils mettent plein d'armes dans des gros avions, ils les envoient au bout du monde, enfin bref, ça me rend dingue. Alors l'économie la plus substantielle, 500 000 barils par jour, serait atteinte en étendant à 3 jours par semaine la durée de télétravail. Voilà. Tandis que limiter l'usage individuel de la voiture ferait économiser quotidiennement, dans ces mêmes pays développés, 470 000 barils au total. Soit davantage qu'une diminution de 10 km/h de la vitesse sur autoroute. 430 000 barils. Donc vous allez télétravailler, de toute façon vous n'aurez plus le droit d'utiliser votre voiture. Donc 3 jours par semaine, c'est pas si mal en télétravail, hein, si tu as encore un travail. Voilà. Après, ceux qui ont le droit de travailler, c'est les livreurs, hein, Uber, voilà, tout c'est... Non mais c'est assez pété comme plan, vous allez voir. Mais c'est bon, c'est pour sauver des barils de pétrole, hein. Donc la planète. Donc les économies aussi développées. À titre de comparaison, en 79, à l'époque, on faisait la chasse au gaspillage. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Oui, on a Giscard et on a Emmanuel Macron. C'est un beau pays, mais des fois, je me demande si c'est pas un pays de cons quand même. Non, pas du tout, c'est un beau pays. C'est un beau pays. C'est un grand et beau pays. J'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. J'adore mon pays. Je trouve que les Français sont... D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont Emmanuel Macron comme président. C'est bien la preuve que c'est un grand pays. Bien sûr, mais évidemment, vous allez voir. Dans le plan, vous avez tout ça, tout est prévu, ne vous inquiétez pas. Donc en 79, donc c'est là qu'est arrivée la limitation de vitesse à 90. Une des mesures anti-gaspi, c'était Raymond Barre, qui avait permis à la seule France d'économiser 225 000 tonnes de pétrole par an. Bon, rien par rapport au nombre de tonnes qu'on utilise pour le reste, hein, mais c'est pas grave. Alors, la mobilité, donc on a déjà essayé avec le pass sanitaire de vous empêcher de vous balader à droite à gauche. Bon là, avec le climat, avec la crise énergétique, vous inquiétez pas qu'on va trouver des mesures fantastiques pour vous empêcher de prendre votre bagnole. Outre le fait que l'essence sera trop chère pour de toute façon en mettre dans le moteur. Mais c'est donc d'autres préconisations. Pour éviter les coupures du réseau électrique, il n'y aura pas de coupure cet hiver. Tweet archivé d'Emmanuel Macron. Parce que je suis sûr qu'il y aura des coupures cet hiver. Je ne sais pas pourquoi. Quelque chose me dit que... mais peut-être je me trompe. Hein. Peut-être je me trompe. Peut-être je me trompe pas. En tout cas, voilà. On verra comment ça se passe cet hiver. J'ai archivé le tweet. S'il y a des coupures, je ne pourrais pas tweeter de toute façon. Donc ça va être vite vu. On va proposer des coupures sur certains sites. On va demander de ralentir la consommation d'énergie, voire d'arrêter leur consommation d'énergie pendant un certain temps. Ça, c'est Bruno Le Rebond qui a dit ça. Au niveau des particuliers, l'application de certaines mesures existantes mériterait d'être renforcée. Alors, c'est quoi les mesures existantes qui mériteraient d'être renforcées ? Alors, c'est le cas de l'extinction des enseignes et des publicités lumineuses en pleine nuit. Voilà, c'est une disposition du Grenelle de l'environnement qui peine à s'imposer depuis son entrée en vigueur en 2018. Effectivement, les enseignes sont toujours allumées la nuit. Ça ne sert à rien, à part faire de la pub pour rien, mais elles le sont. Bon, on va essayer de faire attention collectivement le soir aux éclairages quand ils sont inutiles. Voilà, ça c'est le président de la République. On va aussi arrêter de tweeter. Ça, c'était Agnès Pannier-Runacher qui nous expliquait que tweeter, ça, c'était extrêmement consommateur d'énergie. Et c'est vrai, les parcs à serveurs consomment. Voilà, dans le plan de mobilisation générale qu'il prépare pour cet été, le gouvernement pourra activer certains dispositifs applicables dans les espaces de travail, ceux notamment du Code de l'énergie, qui permettent d'interdire le chauffage au-dessus de 19 degrés
ou la climatisation au-dessous de 26 degrés. Donc, tu vas travailler chez toi, il va faire froid. Tu vas aller au boulot pour te chauffer ou aller sous la clim, il va faire chaud ou froid, pareil. Voilà. Un plan, ça veut dire des contraintes et des choix, a prévenu le chef de l'État. Ah oui, un plan, ça veut dire des contraintes et des choix. Non, un plan, ça veut dire prévoir des trucs, mais des contraintes et des choix. Le mec dans sa tête, mais le bordel que c'est, quoi. Clairement, tu sais que sa boussole, faire chier les Français, quoi qu'il en coûte. Eh bien, ça va marcher, vous inquiétez pas, puisqu'en Allemagne, qui est un modèle, hein, ça y est, le comprès est déjà tombé avec l'interdiction de chauffer les locaux au-delà de 20 degrés l'hiver. Mais c'est vrai que 20 degrés, t'es bien, ça va, c'est pas trop grave. Hein. C'est quand on va passer à 18, puis à 17, puis à pas de chauffage du tout, puis à pull obligatoire, puis à manger du carton, puis à... Non, là, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc voilà, vous avez le plan de sobriété, préparez quand même des réserves de bois si vous pouvez, n'hésitez pas non plus à faire des réserves de carton puisqu'il n'y aura plus que ça à manger dans quelques temps, et puis la pompe à énergie, elle est là. Tokito qui est là, gratos, paf. Oui, on parlera politique à la rentrée, mais là, on fait la revue de presse. Voilà, on va rester tranquille. Merci à vous ce matin, vous êtes 1400 pour une revue de presse de l'été, c'est phénoménal. Peut-être c'est les nouveaux qui ont découvert le monde moderne sur YouTube, qui arrivent maintenant ici. En tout cas, merci pour votre formidable travail de partage. Merci aux nouveaux abonnés, merci aux abonnés depuis 15 mois. Merci à tous ceux qui nous renouvellent leur confiance chaque jour. Alors l'été, c'est pas chaque jour, hein, elle est quasiment hebdo cette revue de presse, mais je fais quand il y a quelque chose. Et c'est vrai que c'est assez lourd en ce moment, l'actualité. Donc je me suis dit, tiens, allez, faisons la revue de presse. Le lundi, c'est plutôt pas mal. Voilà, 3 jours la durée de télétravail par semaine. Donc préparez-vous à beaucoup télétravailler cet hiver. Le G20, otage de la guerre en Ukraine. Mais ça alors, qu'est-ce qui s'est passé au G20? Bon alors le problème, excusez-moi, je cherche mon article sur le G20. Le problème du G20, c'est que les Occidentaux et les Russes se rejettent la responsabilité de la dégradation de la conjoncture internationale. Eh oui. Nouvelle confrontation. Les Occidentaux dénoncent l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale et la Russie dit « Ce n'est pas moi, Tabarich. Toi, sanctionner tout le monde. » Et donc, c'est vrai que c'est un peu terrible. Alors, vous avez d'un autre côté, bien sûr, les défenseurs de l'Ukraine qui disent que la guerre doit être totale et que l'hiver sera dur. Mais si l'hiver n'est pas dur pour nous tous, alors nous perdrons tous. Et Vladimir Poutine continuera sa guerre au-delà de l'Ukraine. Donc, il faut être très dur pour que la guerre s'arrête. Alors, on voit bien que la guerre se concentre sur certains territoires maintenant, avec l'idée de couper l'Ukraine en deux. Ça, c'est le plan, visiblement, de Poutine. À quel prix, mon Dieu. Tout ça va prendre du temps. La guerre va être longue, nous a dit Emmanuel Macron. On est déjà dans une économie de guerre. Donc vous voyez, petit à petit, la rhétorique guerrière s'impose. Avec l'OTAN et Joe Biden qui continue bien sûr d'envoyer masse d'armes à l'Ukraine pour que la guerre continue le plus longtemps possible. Et évidemment, sur le plan de la conjoncture internationale, le problème c'est que ça passe moyen. Hein. Joe Biden est allé d'ailleurs faire un petit tour au Moyen-Orient. Il est revenu bredouille. Hein. C'est assez terrible. Les mecs lui ont dit non, on n'augmentera pas notre production de pétrole. Mais pourtant, je vous ai redonné 2 îles qui étaient à vous. Ouais, mais non. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé lors de ce voyage. En Israël, la consigne, c'était qu'il ne devait pas serrer des mains parce qu'il y avait le Covid. Donc lui, il essayait de serrer les mains à tout le monde et tout le monde était là, genre, je peux pas. Et puis, il y a eu le passage devant l'autorité palestinienne où l'orchestre de l'autorité palestinienne a joué, mais tellement mal, l'hymne américain que c'était fait exprès, je pense. Donc voilà. Mais sur le plan de la conjoncture internationale, pour ce qui est du G20, les ministres ont convenu d'un ralentissement à venir de la croissance d'ici à la fin du mois. Nous prévoyons une nouvelle révision à la baisse, et oui, de la croissance mondiale pour 2022 et 2023. Alors, je ne sais pas si Bruno était à la réunion, parce que quand Bruno Le Maire revient, il dit « Mais non, en France, on va avoir une croissance formidable, hein, on va avoir une croissance énorme. » Mais Bruno, tu étais à une réunion de tous les ministres de l'économie, vous avez dit que ça allait se planter la gueule. Mais non, mais pas la France, on déconne. Ça, c'est la directrice du FMI qui alerte. Et puis, il y a une inquiétude, bien sûr, énorme, c'est le dérapage de l'inflation. Alors, les ministres se sont dit, on va lutter contre l'inflation parce que le risque, c'est une vague de défaut de paiement des pays les plus vulnérables.
du fait de la hausse des taux et de l'inflation. Alors, ça tombe mal, la BCE et la Fed vont augmenter leurs taux, donc les dettes des États vont exploser. On est déjà endetté à hauteur incalculable. Pour certains États, ils ont le droit, les États-Unis par exemple, pays endettés à vie, à mort, qui ne remboursera jamais sa dette, mais ils ont le droit parce qu'ils ont une grosse armée. Et les autres, qui n'ont pas de grosse armée, ils n'ont pas le droit de trop s'endetter. Donc c'est le cas notamment du Sri Lanka, qui est un avertissement. C'est Kristalina Georgieva, qui est la directrice générale du FMI, qui a appelé le G20 à accélérer la restructuration des dettes. On efface un peu l'ardoise pour pas que ça pète partout. Donc toi, tu as le droit de jouer encore. Ouais, c'est un peu le casino, tu sais. Tu as ceux qui sont interdits de casino, et puis tu es sur le... Non, vas-y, tu peux jouer encore un petit coup, mais pas trop. Donc voilà, c'est formidable. Le G20, à qui la faute? Moi, je pense que les sanctions sont pas top. Enfin, c'était une bonne idée si tu voulais flinguer l'économie mondiale. Après le Covid, déjà, c'était une super idée. Enfermez-les pendant des mois. Pourquoi ça repart pas? Et puis au Luxembourg, qui est un pays qui va bien, le salaire moyen là-bas c'est 65 000 euros. L'indexation des salaires sur l'inflation ne passe plus. Le gouvernement avec le patronat s'est dit non, ça coûte trop cher aux entreprises, donc ils vont désindexer les salaires sur l'inflation parce que là, les entreprises ne peuvent pas payer tout simplement. Alors les syndicats trouvent que c'est dégueulasse, évidemment. Ils commencent à se battre, ça passe très mal. Et il faut savoir que le Luxembourg... Étonnamment, le pays le plus riche du monde, avec un PIB de 131 300 $ par habitant, est aussi celui des travailleurs pauvres. Et oui, paradis fiscal pour les uns, enfer social pour les autres. Selon les statistiques d'Eurostat, 12% de la population frôle le taux de pauvreté. Alors le taux de pauvreté, c'est un taux en fonction du coût de vie et du coût de la vie locale. Et alors le taux de pauvreté au Luxembourg, c'est 1 942 € par mois, ce qui est à peu près le salaire médian en France. Donc là, tu te dis, un pauvre au Luxembourg, c'est une classe moyenne en France. Mais au Luxembourg, c'est plus compliqué, parce que la vie est chère. Alors, selon cette même source, le Grand-Duché se trouve en 2e position des pays de l'Union européenne en matière de risque de pauvreté, derrière la Roumanie. C'est étonnant, hein. Alors, le Luxembourg, c'est un paradis fiscal au cœur de l'Europe. Jean-Claude Juncker, ancien Premier ministre, qui a organisé cet avantage comparatif extraordinaire d'être un paradis fiscal, a été ensuite remercié en étant patron de la Commission européenne, avant Ursula von der Leyen. Et puis, c'est un paradis fiscal qui n'est jamais nommé comme tel, puisque c'est un pays intra-européen. C'est un peu notre Delaware à nous. Delaware, qui est l'État aux États-Unis qui permet aux entreprises américaines de faire de l'évasion fiscale, comme nous, on a le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande, un peu Malte, un peu le Portugal, bref, la Belgique aussi. Mais voilà. Mais c'est pas des paradis fiscaux. Non, c'est comme ça. Donc voilà, ce pourcentage est resté stable et la paupérisation tient avant tout du coût du logement. Et oui, le logement a explosé là-bas, c'est le cas un peu partout. Quand vous voyez le prix du logement sur les coûts de la vie en général, c'est stratosphérique par rapport à ce que c'était dans le passé. Aujourd'hui, se loger, ça devient quasiment un luxe. Le risque, c'est que ça ne peut pas marcher. Alors ça marche aux États-Unis, hein. Quand tu payes plus ta baraque après les subprimes, tu finis à la rue et tu vas dans un trailer park, vivre dans une caravane quand tu peux te payer une caravane. Sinon, tu fumes de la meth dans une rue et puis tu meurs et puis on n'en parle plus. En Europe, on a quand même des trucs qui s'appellent quand même un état social. On avait, le projet fait en sorte qu'on va sans doute arriver à autre chose. Mais voilà, on en est là. Le Luxembourg en voie de paupérisation. Atos, cette formidable pépite française dont Thierry Breton était le patron, dont maintenant Édouard Philippe, le maire du Havre, Cruello, barbe noire et blanche maintenant, cachetonne un peu là-bas, eh bien, Standard & Poor's, l'agence de notation américaine qui permet aux Américains d'être maîtres du monde, dégrade la note d'Atos après la présentation de son plan de sauvetage qui est tout bidon. Et oui, la nouvelle note de Standard & Poor's ne facilitera pas la tâche du groupe informatique français qui cherche à financer un projet de scission avant de repartir de l'avant. Allez hop! Alors, c'est vrai, Rodolphe Velmer, qui était son nouveau directeur depuis janvier, part. Il a démissionné le 14 juillet, il devait rester jusqu'en septembre. Donc, c'est allé très très vite. Atos a mandaté BNP Paribas et JP Morgan, la banque américaine, fin juin pour financer son plan de sauvetage qui va coûter 1,6 milliard d'euros à l'entreprise, avec bien sûr les prêts garantis par l'État, machin. Enfin bon, vous inquiétez pas, on va payer pour ça. Le groupe qui n'était pas rentable en dernier va se diviser en 2 sociétés. 2, comme les doses du vaccin, pardon.
comme les boosters pardon. Alors, la première gardera le nom d'Atos et abritera les activités à la peine dans l'infogérance et les centres de données. Donc la dette pour Atos, donc nous on va aider Atos, Édouard Philippe qui est au milieu de tout ça. Non mais c'est bien, c'est super. Thierry Breton qui est maintenant un commissaire européen formidable, lui aussi, il est pas du tout à l'origine de ce foirage. Non, c'est un champion du monde. Et puis la seconde entité issue d'Atos va être baptisée Evidian. Parce que c'est à la fois évident et c'est Evidian. Avec Evidian, je lave mon dentier tous les jours. C'est Evidian, quoi. Quel nom de merde. Je sais pas quelle boîte de com a été payée pour trouver ce nom. Ça a dû coûter encore 500 000 balles. Ouais, tiens, on aimerait scinder les activités d'Atos en deux. Tu veux pas faire appel à Jean-Michel le chaman? Il est bon, lui, sur les noms de médicaments, mais peut-être qu'il est bon aussi en nom de boîte. Ouais, je peux tout faire, ouais. Ça dépend ce que je vais vous donner comme substance. Evidian. Ouais, j'ai eu une évidence, un flash dans la nuit, quoi. Evidian, c'est comme des dents, médian, comme Evian, comme Evidian. Donc voilà, Evidian, qui va regrouper les activités en croissance, Big Data, cybersécurité. Bah oui, parce qu'Atos fait un peu partie des mecs sur la brèche pour faire le passeport européen, le passeport biométrique, numérique, tout ça. Hein, toute la merde qui nous prépare, Atos a un rôle à jouer, donc il faudrait un peu sauver le soldat Atos. Donc voilà, ils ont prévu le truc, ça va s'appeler Evidian. C'est Evidian. La reconnaissance faciale, Evidian. Évidemment, voilà. Oh là 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 là. Sobriété heureuse. Hein. Ça, c'est Christine Lagarde. De profil, dans un drapeau européen, on dirait la Vierge. C'est merveilleux, c'est tellement beau. Elle est la patronne de la Banque Centrale Européenne, elle a un petit pins Ukraine, elle a tout ce qu'il faut. Elle est géniale. Elle est super, elle avait fait un accord de principe dans l'affaire Tapie, elle a été gentiment exfiltrée au FMI pour pas qu'elle tombe pour la petite deal qui avait été faite sous la table à l'époque Sarkozy. Elle est géniale et donc la BCE va augmenter ses taux, là, au cœur de l'été. Alors c'est pas une bonne nouvelle, hein, évidemment, pour personne, parce que ça veut dire que la dette va exploser, puis il y a le problème de l'Italie. Alors en Italie, Mario Draghi, qui était donc président du Conseil, ancien banquier de Goldman Sachs, le mec qui a organisé la privatisation des services publics en Italie, qui s'en est mis plein les fouilles, qui revient au pouvoir, banquier d'affaires comme on les aime, qui a démissionné pour présenter un nouveau gouvernement. Le vote aura lieu mercredi. S'il n'y a pas de vote pour son gouvernement, alors des élections auront lieu à l'automne et l'instabilité italienne va faire que ça va péter parce que l'Italie est l'homme malade de l'Europe après la Grèce. Hein. C'est un pays ultra endetté, à la croissance zéro. Bref, c'est ultra compliqué. Et donc, la BCE va devoir sauver l'Italie, sans quoi l'euro va exploser. Bon, alors, on avait déjà sauvé la Grèce à coup de FMI, de Troïka, en disant « Dis non, salaud de grec, t'as la retraite, ça sert à rien la retraite, tu vas travailler. Quoi, t'as des services publics? C'est tellement bidon les services publics. Non, tu vas payer maintenant pour la santé. T'as des Canadaires? Tiens, file-en à la France, elle en a besoin là. T'as plus de Canadaires? Bah, eux non plus, remarque. Bon. Donc, de toute façon, le monde merveilleux de la Commission européenne et de la Banque centrale va continuer. Et là, voilà le plan de génie de la Banque centrale. La BCE a annoncé qu'elle travaillait sur un dispositif ad hoc. Alors déjà, tu sais que c'est de l'impro. Baptisé Transmission Protection Mechanism. Transmission Protection Mechanism. Mécanisme de protection de la transmission. Alors, c'est le mécanisme de protection de la transmission de la politique monétaire. C'est-à-dire, c'est ce qui fait que les peuples vont morfler pour sauver l'euro. Ça permet d'acheter massivement des obligations d'un État si son spread s'écartait pour des raisons illégitimes. Problème, la conception est plus difficile qu'attendue, mais la Banque centrale n'a guère d'autre choix que d'en présenter au moins les grandes lignes ce jeudi. Alors c'est jeudi qu'on va rigoler, puisque Christine va expliquer que la Banque centrale va racheter la dette pourrie d'États en faillite pour sauver l'euro, qui est une monnaie qui a bien du mal, parce que les Allemands maintenant ont dit « Ah, nein, suffit l'euro là, trop difficile, trop dangereux. Maintenant, parité, toi là, ça marche plus pour Expo. T'as un peu, mais pas assez. Nous, monnaie forte. » Donc, ça va être compliqué, très compliqué. Et l'idée de dire qu'on rachète des dettes pourries pour sauver l'euro marchera un temps, mais pas non plus super longtemps. Et on verra comment ça se passe. Sans doute, Goldman Sachs était derrière. Il faut savoir que Goldman Sachs est la banque qui avait maquillé les comptes de la Grèce avant qu'on comprenne que le pays était endetté à crever. L'Italie, c'est pareil. Tant que tu as Draghi à la tête de l'État, il peut faire semblant. Ah, mais c'est un pays super, on a le pass vaccinal, nous. Qu'est-ce que tu crois ? Et la dette, on fait comment? Oh, la dette, on fait comme tout le monde, on s'endette. Ah bah oui, on n'a pas le choix, c'est comme ça.
En tout cas, là, ça va être un peu compliqué. Jeudi, peut-être qu'on en reparlera dans la prochaine revue de presse de cette formidable annonce de la Banque Centrale Européenne. Mauvaise nouvelle, c'est dans les Échos, un autre canard de Bernard Arnault. BlackRock est fortement pénalisé par la baisse des marchés. Et oui, à 8 500 milliards de dollars, les encours sont à la nette décrue après avoir atteint la barre des 10 000 milliards fin 2021. C'est vrai que la crise Covid a aidé la finance internationale à gonfler comme jamais. C'est un truc qui a fait exploser les fortunes des milliardaires et des fonds. Seulement, la baisse des marchés fait que ça commence un peu à s'essouffler et donc ils comprennent que c'est un peu compliqué. AXA, d'ailleurs, essaye de se désengager des marchés financiers pour rester sur l'assurantiel. Et puis, vous avez toutes les FUSAC, de private equity. Les opérations de capital investissement, de fusion-acquisition ont diminué de 44% au deuxième trimestre par rapport à l'année dernière. La finance n'est pas en grande forme non plus, mais c'est pas Bruno qui va dire ça, parce qu'avec Bruno, on voit le soleil tous les jours, même quand il y a la canicule, surtout d'ailleurs. Et puis, cette nouvelle terrible qu'on voudrait ranger dans la catégorie des faits divers, mais ça fait beaucoup de faits divers. À Angers, un triple meurtre au couteau frappe en plein cœur la ville du bon vivre. C'est la ville, de Christophe Béchu, qui est devenu ministre de je sais pas quoi, qui était maire macroniste d'Angers, enfin pas macroniste, mais bon, voilà, on s'arrange. Non, il est chez Horizon, lui, il est avec Édouard Philippe, le mec de chez Athos, du Havre, enfin voilà. Et à Angers, c'est un Soudanais qui a tué 3 jeunes qui défendaient des jeunes filles qui les agressaient, qui les est revenu avec un couteau pour les tuer quelques minutes, heures plus tard. La police n'était pas là, bien sûr, pour sauver ces jeunes-là qui se sont interposés. Il a été lynché par la foule, emmené à l'hôpital, mais ses jours ne sont plus en danger. C'est un cas d'attaque au couteau. Les attaques au couteau, j'en parle souvent parce que je trouve que c'est extrêmement marquant de voir le nombre d'attaques qui ne fait qu'augmenter en France quotidiennement. On a plus de 3000, 4000 là depuis le début de l'année. Sans compter les égorgements et les meurtres. Mais il y a eu Amiens, Metz, Montpellier, partout en France, l'Oriole. Les attaques au couteau et à l'arme blanche se multiplient. Avant, quand on se battait avec les poings. Maintenant, culturellement, on sort le couteau et de manière très rapide et très, très, très vite, dès le lycée, dès le collège. Et un couteau, ça tue. Un poing, ça peut tuer, mais il faut être un peu balèze. Le problème, c'est que voilà, vous avez maintenant culturellement cette idée du couteau qui a été popularisée, bien sûr, par Daesh, qui avait dit l'attaque au couteau, c'est moyen simple de faire des attentats un peu partout. Donc les petits soldats de Daesh, vous savez, les terroristes, les fous, les idiots, ce que vous voulez, enfin les meurtriers ont utilisé ça. Samuel Paty en a fait les frais, bien entendu, mais nombreux autres sont morts de coups de couteau. Et cette épidémie, bien sûr, continue. Et silence radio, bien sûr, le ministre de la Justice mis en examen, Éric Dupond-Moretti, explique que mais non, c'est un sentiment d'insécurité, en France ça va très bien. Enfin quand même, ça fait 6 poignardés en 3 jours, ça fait beaucoup. Voilà, donc paix aux âmes de ces jeunes fauchés trop rapidement par la violence et par la folie. Et puis c'est un thème qu'on doit aborder. Voilà, c'est pas du racisme ou quoi, c'est qu'à un moment il faut en parler, c'est un vrai sujet de société. Et puis une bonne nouvelle pour finir la revue de presse, parce que c'est vrai, on n'a que des nouvelles un peu tristes, on se dit non, c'est pas cool, zut alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, Orano, anciennement Areva, le scandale d'Uramine avec Anne Lauvergeon, les mecs achetaient des mines d'uranium, il n'y avait pas d'uranium dans les mines. Ah bah oui, ils n'avaient pas envoyé Timmy, ils n'ont pas creusé comme il fallait. Donc les mecs arrivent. Donc bon, Orano, donc comme Areva était englué dans des scandales, ils ont changé de nom, un peu comme l'UMP et les Républicains. Donc Orano a signé un contrat majeur avec le Japon. Le groupe français va retraiter les combustibles usés de la centrale nucléaire de Fugen, près de Tokyo. Alors je ne sais pas si on dit Fugen ou Fugen ou Fugen. Je ne sais pas comment on prononce en japonais. Peut-être que les fans de la revue de presse au Japon pourront m'aider. En tout cas, cette nouvelle exceptionnelle, nous montre que la France est vue quand même comme le champion du monde du retraitement de déchets. Alors, à l'heure où on nous parle quand même de sobriété énergétique, de ne pas prendre sa voiture, de télétravailler, bon, on est capable de foutre des déchets nucléaires depuis le Japon, les foutre dans un bateau pour qu'ils arrivent à La Hague, pour les retraiter, pour ensuite les renvoyer au Japon. Vous voyez le niveau de conneries quand même. Donc non mais c'est bien. Puis après on nous explique que grâce à Orano, 10% de l'électricité est produite en France et grâce au reconditionnement des déchets nucléaires d'ailleurs. Oui, près de 10% de l'électricité d'origine nucléaire provient de la revalorisation de matières recyclées.
Voilà. Alors, c'est une nouvelle qui arrive à propos, alors que le groupe nucléaire français Orano attend l'arbitrage de l'État courant 2023 concernant la construction ou non d'une nouvelle piscine d'entreposage de combustible usé sur son site de La Hague. 250 millions de contrats signés le 24 juin avec la Japan Atomic Energy Agency, la JAEA, pour le transport et le traitement en France de 111 tonnes de matière issue de la centrale japonaise de Fugen près de Tokyo. Alors c'est un contrat majeur qui montre qu'on est très très bon pour traiter le combustible. Une cinquantaine d'années que l'entreprise française travaille avec le Japon, notamment avec 8 électriciens nippons, pour des contrats de fabrication de combustible MOX. Voilà. Et donc là, c'est un super travail des deux gouvernements pour se mettre d'accord. Alors comment ça va se passer ? Eh bien, il y a l'emballage, le transport des matières. Donc, selon les termes du contrat, Orano s'engage à emballer et à acheminer par voie maritime courant 2026, selon les réglementations nationales et internationales de sûreté et de sécurité en vigueur. Non, on va foutre des trucs sur un radeau, puis voilà, on verra si les courants l'emmènent jusqu'en France. Du combustible, 730 emballages de combustible usé de la centrale japonaise. Et ce contrat prévoit, après traitement des déchets sur le site de La Hague, le renvoi au Japon des déchets ultimes au plus tard en 2042. Voilà. C'est fantastique, c'est l'excellence, c'est le génie français. On fait du neuf avec du vieux, on est quand même très très bon. Une chance extraordinaire. Alors, hop, je vais dire ça. De voir que tout va très bien, Madame la Marquise. Encore une fois, nous renouvelons nos messages de solidarité aux soldats du feu qui bataillent contre les incendies actuellement, à tous ceux qui ont été délogés, et puis attention, c'est la canicule. Un seul numéro à avoir en tête, le 666, 666, 666, standard de l'enfer, pour savoir s'il fait chaud ou pas en enfer. Eh bien oui, il fait chaud, attention. Donc hydratez-vous. Je pense que ce matin vous n'avez pas trop craché votre café parce que vous n'avez pas mis de vidéo d'Emmanuel Macron. On a parlé de son allocution du 14 juillet. Si vous avez raté le début, vous pouvez nous voir en replay sur YouTube et ailleurs. Voilà, c'était une revue de presse d'1h30. C'est pas tous les jours ou presque puisque nous sommes en été. C'est plutôt hebdomadaire. C'est le mois de juillet, il fait chaud, mais on pense à vous. Merci de votre fidélité au cœur de l'été. Ça fait chaud au cœur même s'il fait déjà chaud. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous mets en lien, bien sûr, les différents liens du monde moderne. Vous pouvez nous soutenir sur patreon.com/le monde moderne. Twitch, évidemment, c'est là. Vous pouvez vous abonner ou simplement nous suivre. C'est toujours bien. Nous sommes maintenant 18 000 ici et plus de 1200, 300, 1400 ce matin pour la revue de presse, et puis YouTube, où vous êtes également de plus en plus nombreux, maintenant plus de 60 000 abonnés. On vise les 100 000 d'ici la fin d'année, ce serait génial. Moi, j'aimerais bien avoir un trophée YouTube à mettre dans les toilettes. Le tube Vieux Macroniste va arriver, j'ai encore pas enregistré les paroles, mais j'y pense, et puis j'espère qu'il égayera votre été. Excellente journée, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, ne prenez pas tout ça trop au sérieux. Pensez bien sûr à partager le lien de cette revue de presse, à vous abonner, c'est lundi, c'est la magie et pensez à la transition énergétique. Donc, on ne fait rien. On ne fait rien aujourd'hui. Voilà, on se met dans un hamac si on peut, ou sur le canapé, et on ronque toute la journée. Allez, bonne journée, et peut-être à plus tard dans la semaine, ou sinon à la semaine prochaine. Allez, bisous.